Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à BSC Télévision. Dans un instant, le sommaire. Le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion stratégique sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Reportée à la veille, l'audition de Manuel Ramazani Chadari et d'Oba Minakou est prévue aujourd'hui à l'auditorat militaire général après plus de 200 jours de détention. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion stratégique sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola due à la souche Bundibugyo. Autour de lui, la première ministre Judith Suminwa, plusieurs membres du gouvernement, ainsi que le directeur général de l'OMS, Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, et celui d'Africa CDC, Dr Jean Kaseya. Les échanges ont porté sur le renforcement de la surveillance épidémiologique et l'implication accrue de la communauté. L'OMS a insisté sur le rôle des leaders religieux, de chefs traditionnels et des organisations de jeunes pour améliorer la sensibilisation et l'adhésion aux mesures de prévention. Autre priorité, protéger les agents de santé et éviter le décès à domicile qui complique la détection rapide de cas. Les participants ont également examiné le défi lié à l'identification précoce, au suivi des contacts et à l'amélioration des capacités de prise en charge dans les zones touchées. À l'issue de la réunion, l'OMS et Africa CDC ont réaffirmé leur appui technique et opérationnel tout en saluant les efforts des équipes nationales et en appelant à maintenir une vigilance accrue face à l'évolution de l'épidémie. La République démocratique du Congo a pris part, mercredi 5 août, à la réunion du Conseil de sécurité consacrée au 23e rapport du secrétaire général de l'ONU sur la menace des Daesh. La représentante permanente adjointe de la RDC, Jocelyne Kabengele Lukundula, a dénoncé une menace persistante en Afrique et appelle à un soutien accru aux efforts régionaux de lutter contre le terrorisme. Elle a rappelé que pour la RDC, cette menace est une réalité quotidienne. Citant les exactions des ADF dans l'est du pays, responsable d'instabilité et de terreur dans la région de Grand Lac. La diplomate a réaffirmé l'adhésion de Kinshasa à la stratégie d'antiterroriste mondiale de l'ONU et au mécanisme du pacte mondial contre le terrorisme, tout en insistant sur la nécessité des attaques aux causes profondes de l'extrémisme violent, pauvreté, inégalité, marginalisation des jeunes et faiblesse de la gouvernance. Les rapports du secrétaire général, publiés le 30 juillet, soulignent que les Daesh conservent une capacité de nuisance grâce à des réseaux de centralisation et des tactiques évolutives malgré les pertes de ses dirigeants. Si la menace est atténuée dans certains contextes, elle pourrait demeurer préoccupante à l'échelle internationale. Après plus de 200 jours de détention, Oba Minakou et Emmanuel Ramazani Chadari devraient être entendus ce vendredi 7 août par l'auditorat militaire général. Selon une source proche du dossier, leur audition, prévue la veille, a été reportée pour éviter un attroupement des militants comme lors d'une précédente convocation. Les deux cadres du PPRD, parti de Joseph Kabila, sont attendus dans la matinée avant d'être conduits dans un lieu tenu secret pour être interrogés. Les charges retenues contre eux n'ont pas encore été révélées. La source s'interroge sur une procédure censée être publique, mais organisée dans des espaces privés, loin de bâtiments officiels de la justice. Le dossier de deux détenus a quitté le Conseil national de cyberdéfense pour être transmis à la justice militaire. Minakou, Chadari et Dounia Kilanga avaient été arrêtés entre décembre 2025 et janvier 2026 dans les circonstances similaires par des hommes armés et en uniforme et civils.
15 personnes libérées par les autorités congolaises ont été remises vendredi à la FC 123. Le convoi, parti de Beni le 6 août au soir, a transité par l'Ouganda avant d'arriver à Rutshuru dans le sud du Nord Kivu, où la remise a eu lieu le 7 août au matin. La CICR, agissant comme intermédiaire neutre à la demande du parti, a facilité l'opération. L'institution avait déjà encadré en mai 2025 le transfert de plusieurs centaines de militaires et policiers des armées entre Goma et Kinshasa. Il s'agit du premier transfert de ce type depuis la signature mécanisme de Doha. Un protocole distinct conclu en avril à Montreux prévoit encore la remise de plusieurs milliers de militaires congolais détenus par la FC 123. Le tribunal des grandes instances de Lubumbashi a rendu le 29 juillet 2026 une décision confirmant Jacques Aboulakato comme président national statutaire et légal de l'Action pour la rupture et le développement ARDV. Selon un communiqué signé par le secrétaire général du parti, Maître Ibert Mwambaka Dimanchi, la juridiction a également déclaré nul sans effet les décisions prises par les structures parallèles jugées non conformes au statut de la RDV. Elle a ordonné la restitution des attributs du parti aux organes officiellement reconnus. Pour la RDV, cette décision marque le rétablissement de la légalité interne du parti et confirme son attachement à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. En séjour au Nord Kivu, le ministre d'État à l'Agriculture et à la Sécurité alimentaire Nzangi Muhindo a remis 34 tracteurs et des semences aux agriculteurs de plusieurs villages. La cérémonie s'est tenue dans cette ville commerciale riche de son potentiel agricole. Ces engins motorisés serviront au labour, au transport de produits et au développement rural dans les zones difficiles d'accès. Leur gestion reste priorité de l'État et a été confiée au Service national de mécanisation agricole avec un suivi numérique assuré par une application développée par Victor Motor. Les agriculteurs pourront accéder à ces services moyennant $65 par hectare, un tarif bien inférieur au coût pratiqué dans la région où la location peut atteindre $240. Le ministre a insisté sur la nécessité d'un réseau solide de maintenance et de la formation des techniques pour garantir la durabilité des équipements. Sans un réseau sérieux d'entretien, ces tracteurs ne peuvent pas fonctionner durablement, a rappelé Nzangi Muhindo, appelant à former de spécialistes capables d'assurer leur maintenance partout dans le pays. Et sécurité alimentaire, je voudrais en outre pour assurer que la population de Butembo réitère la bienvenue et continue à vous soutenir dans vos lourdes charges. Certes, votre mission à Butembo arrive à point nommé pour l'octroi des tracteurs, pouvant servir la population à produire davantage dans l'agriculture. À l'ère où l'idée d'un dialogue inclusif progresse en RDC, Joseph Olengankoyi, président du SANSA, appelle les chefs de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à poser des actes concrets pour instaurer la confiance. Dans une communication du 4 août, il estime que la description politique est désormais un préalable et indispensable. Il propose la libération des prisonniers politiques et d'opinion, des mesures d'animistes et des grâces présidentielles, ainsi que le retour des exilés avec restitution de leurs passeports et des biens confisqués. Pour Olengankoyi, ces initiatives doivent être vues comme des gestes de clémence et d'apaisement, garantissant aux acteurs des conditions de sécurité et des libérations nécessaires à leur participation. Le patriarche salue les appels en faveur de la concertation, notamment au sein de l'UDPS et de la plateforme Sauvons la RDC. Il exhorte enfin toutes les parties impliquées dans des conflits armés à respecter les cessez-le-feu, rappelant que les dialogues restent les seuls moyens les plus sûrs et les moins coûteux pour sortir les pays de la crise. Le gouvernement congolais contestait une étude parue le 30 juillet dans la Nature Communication, affirmant que 205 tonnes d'uranium naturel auraient quitté la RDC entre 2001 et 2024, disséminés dans des garnisons d'hydroxyde de cobalt. Dans un communiqué du 6 août, Kinshasa reconnaît la présence naturelle d'uranium dans les gisements du Lualaba et du Haut-Katanga, mais critique la méthodologie de recherche, pointant l'absence de mesures directes sur les garnisons exportées. Pour établir les faits, une campagne de vérification sera menée
prélevés sur les échantillons représentatifs avec analyse croisée entre un laboratoire national et un laboratoire international accrédité. Un groupe de travail interministériel devra rendre ses conclusions sous 60 jours, tandis que des consultations sont prévues avec l'AIEA pour un appui technique. Les autorités promettent de publier des résultats, conscientes que cette controverse pourrait affecter la traçabilité et la confiance des marchés internationaux envers les exportations congolaises de cobalt. Dans le village de Kiagala et Kikuku, les habitants saluent l'assistance humanitaire du communauté internationale de la Croix-Rouge. Cette aide vient soulager de milliers de personnes frappées par une crise alimentaire aggravée par l'insécurité, le déplacement de population et les perturbations climatiques. Clovis Kambalé estime que cette intervention répond aux besoins de plusieurs gens tout en appelant d'autres partenaires à renforcer leur présence. Ces gestes redonnent de l'espoir à notre population, plaide-t-il, invitant les organisations humanitaires à accompagner durablement le comité local. Dans cette zone qui continue d'accueillir de nombreux déplacés internes et retournés, le besoin reste considérable. Les acteurs communautaires espèrent que cette assistance marquera le début d'une mobilisation plus large face aux crises sécuritaires, alimentaires et climatiques persistantes dans les territoires de Rutshuru. L'UNICEF alerte sur une baisse inquiétante du recours aux soins essentiels en pleine épidémie d'Ebola. Vaccination d'enfants et accouchements sans structure de santé sont en net recul, freinés par la peur de l'infection et les perturbations des services. Selon l'agence onusienne, plus de 300 enfants ont déjà succombé à la maladie. Entre avril et juin, l'utilisation des services de santé a chuté de 42% dans le foyer majeur de l'épidémie, Bunia, Mongwalu, Nizi et Rwampara. À l'échelle provinciale, la baisse atteint 13%. La vaccination de routine est particulièrement touchée. À Mongwalu, l'administration de la première dose contre la rougeole a reculé de 69%. Les soins destinés aux femmes enceintes sont eux aussi affectés. Les accouchements assistés ont diminué de 13% dans l'ensemble de l'Ituri, avec de baisses allant jusqu'à 70% à Nizi. Face à ces chiffres alarmants, l'UNICEF appelle à renforcer l'accès aux services de santé essentiels pour éviter une aggravation de la mortalité liée à d'autres causes évitables chez les enfants et les femmes enceintes. Le procès de la chanteuse Rebo Chulo devant les tribunaux militaires des garnisons Kinshasa-Ngaliema a été une nouvelle fois renvoyé. À l'issue de l'audience du jeudi 6 août, les juges ont fixé la reprise des débats au lundi 10 août afin de permettre aux parties de finaliser leur plaidoirie. Dans ces dossiers, Rebo Chulo et 13 militaires, dont 4 en fuite, sont poursuivis pour torture, extorsion, concussion et violence des consignes militaires au préjudice des Platini Kassaï Sadissi. L'argent est donné. Voilà la liberté va être octroyée. Vous étiez allé pour la patrouille, vous vous retrouvez ailleurs. Violation des consignes. Mais ils se sont retrouvés ailleurs par qui? Par Rebo. Par Rebo, Monsieur le Président. Rebo incite les militaires à commettre des actes contraires. Quels sont ces actes? Arrestation arbitraire, association des malfaiteurs, torture, violation des consignes, les menaces de mort, la détention illégale, concussion et extorsion de signature. La partie civile réclame $250 000 de dommages et intérêts ainsi qu'une prise en charge médicale à l'étranger. Le ministère public a requis 14 mois de servitude pénale contre la chanteuse pour incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir avec circonstances atténuantes. Une plainte de 60 mois a été demandée contre le militaire poursuivi. La défense rejette ces accusations et dénonce une instrumentalisation du dossier. Le tribunal attendra le lundi les plaidoiries des avocats des militaires avant de mettre l'affaire en délibéré ou de rendre sa décision. Accusé sur les réseaux sociaux d'être lié à l'assassinat de l'entrepreneur Vali Amissi.
Le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbu, a rejeté ces rumeurs qu'il qualifie de spéculations sans fondement. Il appelle à laisser la justice à conduire l'enquête. Le ministre est revenu sur la collaboration avec la victime des modestes travaux de réhabilitation dans son cabinet et à la loge présidentielle du stade des Martyrs, suivi d'un marché plus important concernant la réhabilitation du stade de Kisangani. L'approbation administrative de ces derniers n'intervient qu'après le décès de Vali Amissi. Déjà, M. Vali Amissi était venu, il s'était présenté au cabinet pour pouvoir essayer de faire une proposition de réhabiliter mon bureau et la loge présidentielle. Il est venu, comme ce n'est pas des gros marchés, c'est des marchés dont on n'a pas vraiment besoin d'approbation, parce que quand c'est en dessous de 50 ou de 100 000, on n'a pas besoin d'approbation au niveau de la DGCMP. Nous avons évalué le marché et moi, je lui ai donné sa chance et c'est lui qui a pu refaire mon bureau au niveau du stade de Martyrs et la loge présidentielle. Et même quand vous montez au niveau des escaliers, il y a un grand léopard qui est là. C'est lui qui a pu faire ça. Pour moi, c'était question de voir ce jeune Congolais s'il était capable de faire quelque chose avant de pouvoir voir dans quelle mesure lui confier autre chose. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est de là maintenant qu'on s'est connus. Et puis, il a fait son adhésion au sein de mon parti. Parce que pour lui, il estimait que je soutenais la jeunesse. Il voulait m'accompagner dans ma vision, dans mon parti qui est Haute Vision du Congo AVC. Il a fait son adhésion. Et puis, à part ça, il voulait prendre le marché par rapport à la réhabilitation du stade des Martyrs, mais qu'il n'a pas pu prendre. Pourquoi il n'a pas pu prendre? Parce que par rapport à son entreprise, la sous-traitance devait être sud-africaine. Et ma hiérarchie m'a dit non, on n'a pas besoin de passer par des intermédiaires. Il faut traiter directement avec la société sud-africaine en question. Donc, ce qui a fait que nous nous sommes rendus en Afrique du Sud. Certes, il était là aussi, mais nous avons directement traité avec la société sud-africaine. Et c'est cette société-là qui est en train de faire le travail actuellement, qui a quasi fini son travail au niveau des stades des Martyrs. Concernant la pelouse du stade des Martyrs, Boudimbu affirme que le contrat a été confié directement à une entreprise sud-africaine spécialisée, conformément aux recommandations officielles. Il évoque aussi un mécanisme de préfinancement mis en place pour pallier les lenteurs des décaissements avec des paiements échelonnés en 3 tranches. Face aux accusations en ligne, le ministre refuse d'entrer dans la polémique. Nous parlons d'une personne assassinée dont la famille souffre. Je ne connais pas le présumé assassin et je n'ai rien à me reprocher. La justice fera son travail. Il dénonce la diffusion de fausses informations sur les détournements ou contrôles fictifs et conclut « Je ne répondrai pas aux rumeurs, je continuerai à faire mon travail, convaincu que la vérité finira par triompher. » Les Léopards de l'RDC se rendront à Dakar du 27 au 30 août pour le deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de Qatar 2027. Mais la sélection fait face à des sérieux problèmes d'organisation liés au manque de moyens financiers et à l'absence d'accompagnement gouvernemental. Interrogé lors d'un Space Live animé par Stani Boujakera, le ministre des Sports Didier Boudimbu a assuré qu'une solution est en cours. Le décaissement est imminent, a-t-il déclaré, précisant avoir déjà pris contact avec le président de la FEBACO Paulin Kabongo. Sur le plan technique, la fédération a nommé un nouveau sélectionneur, le français Gaëtan Doué, 34 ans, ancien assistant de Michel Perrin. Il aura la lourde tâche de conduire l'équipe vers une qualification historique en affrontant successivement les Palancas Negras d'Angola le 27 août, les Aigles du Mali le 29, puis le Pharaon d'Égypte le 30. Cette fenêtre sera décisive avant la dernière match prévue en février 2027. Des patrouilles partout dans Cali, 3e ville de Colombie. C'est ici, sous haute sécurité, qu'a lieu l'investiture du nouveau président d'extrême droite élu, Abelardo de la Espriella. Plus de 11 000 hommes et femmes ont été déployés ici avec des drones, des systèmes anti-drones, des véhicules blindés et tout le nécessaire pour que cet événement démocratique puisse se dérouler dans le calme. D'ordinaire, cette investiture du président colombien a lieu dans la capitale, Bogota, mais pas avec Abelardo de la Espriella. L'avocat millionnaire, novice en politique, a choisi Cali, où des attentats revendiqués par des guérillas ont récemment eu lieu. Un symbole, car le nouveau président promet la manière forte pour lutter contre ces groupes armés et le narcotrafic. Des bombardements contre les camps de ces organisations, ou encore la création de méga-prisons, comme au Salvador. Un programme martelé depuis son élection en juin dernier et à rebours de son prédécesseur de gauche, Gustavo Petro, qui avait tenté de négocier le désarmement de ces groupes armés. Il n'y aura pas de faux processus de paix. La seule paix possible est celle imposée par les armes. Tout bandit qui ne se soumettra pas sera éliminé.
Je vous ai prévenu. Pour cela, la Colombie peut compter sur le soutien des États-Unis et d'Israël, dont des représentants seront présents lors de la cérémonie d'investiture. Mais ces sorties très musclées inquiètent aussi une partie de la population. D'après ses annonces, on voit bien qu'il va être un dirigeant plutôt autoritaire. J'espère juste qu'il n'y aura pas de violence, de nouvelles violences au sein de la population. Un défi, car selon la Fondation Idées pour la paix, en 2025, la Colombie recensait près de 25 000 personnes armées au sein d'organisations illégales. Ces journaux touchent à sa fin, voici le rappel des titres. Le chef de l'État a présidé à la Cité de l'Union africaine une réunion stratégique sur la riposte contre l'épidémie d'Ebola. Reporté à la veille, l'audition de Manuel Ramazani Chedari et d'Oba Minakou est prévue aujourd'hui à l'auditorat militaire général après plus de 200 jours de détention. Merci de rester avec nous et de continuer à suivre le programme de BSC Télévision. Voulez-vous d'un cadre accueillant et reposant? Il n'y a qu'une seule adresse pour vous à Kinshasa. C'est l'hôtel, restaurant et bar Bella Rosa. Situé au numéro 109 de la rue CPA, quartier Pompage, dans la commune de Mongafula, référence Saut de Mouton Pompage. En amoureux, venez passer un moment agréable chez Bella Rosa Hôtel. Une ambiance sur mesure vous attend. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.